Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je vous ai présenté l'énergie vitale ainsi que des conseils, des trucs simples pour que vous puissiez dès à présent prendre soin de votre énergie vitale. C'était des conseils à la portée de tout le monde et intégrés dans votre routine, dans votre vie de tous les jours. Donc des choses vraiment simples. Je voudrais maintenant vous présenter des ressources que je trouve super intéressantes, qui sortent un peu de l'ordinaire. Elles sont plus du domaine de l'occulte, ésotérique, New Age, bref, donnez-leur le nom que vous voulez. Ce sont en fait des disciplines qui requièrent plus de connaissances, qui seraient peut-être plus appropriées d'utiliser et d'approcher avec une personne plus expérimentée, voire un thérapeute, en tout cas pour certaines. Ce sont des disciplines que vous pouvez tout à fait approfondir si vous le désirez. Pour ça, laissez votre cœur vous guider. Tout ne vous intéressera pas, donc prenez vraiment ce qui vous convient. Et puis même s'il n'y a rien qui vous intéresse, bah, écoutez, c'est parfait aussi. Je vous rappelle qu'aucune thérapie ni ressources alternatives ne remplace en aucun cas la médecine traditionnelle. C'est un complément et non une substitution. Alors commençons avec la lithothérapie, qui est la thérapie par les cristaux. Le monde minéral en est un qui est vraiment fascinant. Après tout, comment imaginer que sous le sol que nous foulons tous les jours, dans cette terre que nous trouvons somme toute très banale, se trouvent de véritables petites merveilles. Il aura fallu des milliers, voire des millions d'années dans des conditions de pression, de température absolument ahurissantes qui auront été nécessaires pour leur fabrication. Donc vous l'aurez compris, les pierres, les cristaux sont un véritable concentré d'énergie subtile, de fréquences vibratoires terrestres puissantes, mais qui restent quand même très douces. Alors chaque cristal va avoir des caractéristiques qui lui sont propres, en fonction de leur composition et leur cristallisation. Leur énergie qui, elle, est subtile et stable, est utilisée pour influencer notre corps subtil à différents niveaux en fonction de la pierre utilisée. L'énergie qui est dégagée par celui-ci va agir tant au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Alors chaque chakra est typiquement associé avec plusieurs pierres et vice-versa d'ailleurs. Plusieurs pierres sont associées avec des chakras. Alors les pierres vont avoir comme fonction de magnifier ou d'équilibrer le centre énergétique sur lequel on souhaite travailler. Alors comment le choisir? On va déjà commencer par quelque chose de très simple. Si vous êtes attiré naturellement par un cristal en particulier, ne cherchez pas et n'hésitez pas non plus. C'est votre instinct qui parle et notre instinct ne se trompe jamais. Il est fort à parier que vous en avez besoin. L'inconscient est vraiment très fort. Alors de préférence, allez le chercher dans une boutique spécialisée. Ainsi, vous obtiendrez de véritables cristaux. Parce qu'avec l'engouement des cristaux dernièrement, il y a une recrudescence d'imitation ou carrément de faux cristaux, donc ne vous faites pas avoir. De plus, dans ces boutiques spécialisées-là, vous obtiendrez d'excellents conseils quant au choix ainsi que l'entretien de votre pierre. Dès votre retour à la maison, ou des réceptions si vous la commandez, il est important de nettoyer votre cristal. Il vous faut enlever les énergies qui n'appartiennent ni au cristal ni à vous. Elle a effectivement été manipulée. Il va falloir la recharger pour refaire le plein d'énergie. Même si ça reste une énergie subtile, votre cristal va quand même travailler. Chaque pierre est différente, donc renseignez-vous sur la meilleure option de la purifier et de la recharger. Alors nous allons voir 4 pierres pour chaque chakra. Mais en attendant qu'on aborde le sujet de chaque chakra, je vais vous présenter quand même rapidement 4 cristaux qui sont super faciles à trouver et très utiles pour l'énergie vitale du corps au grand complet. Alors sur la diapositive que vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par celle qui est en haut le plus à gauche, vous avez le quartz clair, ensuite la labradorite, le quartz fumé et la fluorite. Alors on va aller les voir rapidement une par une. Alors on va commencer par le quartz clair ou cristal de roche, c'est l'autre nom qu'on lui donne. Lui va être plus un amplificateur d'énergie.
Il va aider à renforcer l'état de la clairvoyance et l'imagination. Il va être excellent pour améliorer l'intuition, les perceptions. Et il va être également idéal pour la purification et le rechargement d'autres minéraux. Pour recharger ce cristal, l'idéal, c'est vraiment 1 à 2 heures d'exposition en pleine lumière. Il s'agit d'une pierre qui préfère le soleil, en particulier l'exposition au soleil levant. Il est également possible de recharger votre cristal de roche sur un amas de quartz ou une druse durant quelques heures. Alors on va passer maintenant à la labradorite, en haut à droite. La labradorite va aider à colmater les brèches énergétiques dans le corps éthérique. Elle est excellente pour aller éclairer notre conscience interne et donc idéale pour la méditation introspective. C'est une excellente pierre pour développer les dons de voyance et faciliter les rêves prémonitoires également. Pierre absolument merveilleuse pour absorber les énergies négatives. Elle va d'ailleurs les dissoudre à l'intérieur d'elle-même et donc protéger son utilisateur. Elle est également excellente pour favoriser le repos après les grandes fatigues. Alors pour recharger la labradorite, il suffit de la mettre soit sur un amas de quartz si vous avez, ou alors carrément au rayon du soleil. On va passer à la troisième, donc en bas à droite, le quartz fumé. Alors le quartz fumé est une variété de quartz qui doit sa teinte à une irradiation naturelle des sels d'aluminium qui est contenue à l'intérieur. Alors sa coloration va aller du beige pâle au noir en passant pas mal par toutes les intensités de brun. Le quartz fumé va aider à sensibiliser à la connaissance spirituelle et illuminer notre âme. Elle est excellente également pour filtrer les énergies négatives du corps tout en maintenant l'équilibre énergétique du corps. Ce qui est bien puisqu'elle ne va pas débalancer les énergies. Elle va également transmettre de l'énergie très puissante et elle aide ainsi à surmonter des états dépressifs en chassant les idées noires et en compensant la tendance à la dépression. Elle va également favoriser le temps de la réflexion avant toute action. Elle peut être également utilisée lors de cures de désintoxication tabagique et elle permet également enfin de prendre conscience de notre corps et de ses capacités physiques et spirituelles. Pour recharger le quartz fumé, un amas de quartz ou alors une géode d'améthyste ou alors la lumière lunaire est excellente. Et on va terminer par celle qui est le plus en bas à gauche, qui est la fluorite. Alors la fluorite a une très grande protection pour le psychisme. Voilà, je vais y arriver. Vous m'avez compris. Elle est excellente pour la clarté intellectuelle et la facilité de concentration. Tiens, je devrais en avoir une. Elle est excellente pour détoxifier les trop-pleins émotionnels, la libération de blocages psychologiques, des sensations de stagnation et d'inertie. Elle est également recommandée en cas de manipulation psychique ou d'influence mentale indésirée. Excellente pour absorber les énergies négatives qui procurent du stress, comme le stress électromagnétique. Elle permet également d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition et la concentration. Et enfin, elle fait remonter à la surface tous des sentiments refoulés qui donnent accès au subconscient. Elle offre ainsi l'occasion de pouvoir résoudre des conflits psychiques enfouis. Pour la recharger, elle, c'est la lumière du crépuscule, ce qui serait idéal. 2 à 3 heures à la lumière du soleil, un peu avant ou durant le crépuscule. Alors attention à ne pas trop laisser votre pierre exposée au rayon direct du soleil parce que sa magnifique couleur pourrait ternir, ce serait dommage. Ou alors un amas de cristal de roche est excellent également. Alors, si vous désirez en savoir plus sur les cristaux, je vais vous mettre en description de la vidéo un site spécialisé qui s'appelle France Minéraux, qui est absolument excellent et complet au niveau explication. C'est d'ailleurs là que j'ai obtenu les informations que je viens de vous donner. Alors, parmi mes boutiques de prédilection sur Montréal, puisque c'est là que je vis, il y a la boutique Pierre d'ailleurs,
ou l'Alchimiste en herbe, qui est sur Saint-Denis, au niveau métro Mont-Royal, à peut-être 5 minutes de marche de là. Sur la rive sud de Montréal, vous avez aussi le centre holistique Magie Verte qui est à Longueuil, ainsi que la boutique Nouvel Âge L'Émeraude à Belleuil, qui est merveilleuse. Alors, si vous en avez d'autres, dans d'autres régions, que ce soit le Québec, le Canada ou l'Europe, n'hésitez pas à partager en commentaire vos adresses coup de cœur. Ça aidera les autres qui sont dans d'autres régions pour lesquelles je ne connais pas. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous utilisez déjà des cristaux? Lesquels vous adorez? Alors, n'hésitez pas à partager en commentaire. Alors, je voulais vous parler également du Reiki. Qu'est-ce que le Reiki? Eh bien, c'est une approche énergétique qui est issue d'une méthode ancestrale japonaise qui utilise le positionnement spécifique des mains sur les chakras pour les guérir. Le thérapeute va véhiculer mentalement des images symboliques en même temps qu'il travaille. C'est un système de guérison et de spiritualité unique qui conduit à l'éveil spirituel et qui contribue à vivre une vie heureuse. Le Reiki va venir aider à améliorer la circulation énergétique dans notre corps, à enlever les blocages émotifs, physiques, mentaux ou émotionnels et d'équilibrer les chakras. Le thérapeute doit être qualifié en travaillant d'abord sur lui-même pendant plusieurs mois avant de commencer à soigner des patients. Alors, il existe plusieurs types de Reiki et plusieurs niveaux. Par exemple, le Reiki Usui, qui je pense est le plus connu, est enseigné en 4 niveaux ou degrés. Le premier degré, par exemple, couvre l'histoire et la philosophie du Reiki et donne les positions des mains permettant de travailler sur soi-même et les autres. Ensuite, le second degré va plus transmettre des symboles puissants et donner les instructions de leur usage également. Le troisième degré va donner des instructions complémentaires quant à l'utilisation d'un nouveau symbole et enseigne à l'étudiant la façon d'exécuter les procédures d'initiation du premier et second degré. Et enfin, le quatrième et dernier degré lui donne la maîtrise complète et qui permet de former d'autres maîtres Reiki. Alors, à chaque degré, l'enseignant exécute une série d'initiations sur l'étudiant. Et quand ça c'est fait correctement, ce processus ouvre et nettoie les canaux d'énergie subtils à l'intérieur de l'étudiant et le ou la connecte avec la lignée énergétique de ce processus de guérison sacrée. Alors, comme vous pouvez le voir, il est vraiment important de bien choisir son thérapeute et de s'assurer que celui-ci possède bien les compétences. Le Reiki peut être aussi transmis aux animaux et aux plantes. Le Reiki est basé sur 5 préceptes. Alors je vais vous donner les 5 idéaux du Reiki sur lesquels sont basés les enseignements et les techniques énergétiques. Pour le Reiki, on demande, les idéaux sont juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Juste pour aujourd'hui, avec gratitude. Juste pour aujourd'hui, accomplis ton devoir avec diligence. Juste pour aujourd'hui, sois bienveillante avec les autres et toi-même. Alors je n'irai pas plus en détail sur le Reiki, je vous laisse explorer ce domaine de l'énergétique si il vous intéresse. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Reiki? Est-ce que vous avez vous-même déjà reçu un soin Reiki? Pourquoi pas? Et êtes vous-même peut-être en formation Reiki? Dites-le moi en commentaire, je serai heureuse de converser avec vous là-dessus. On peut le faire sur Discord aussi. Alors d'ailleurs sur le sujet, sur le Reiki, voici un livre que j'ai lu sur le sujet. Alors voilà, le livre s'appelle Le Reiki au quotidien de Sabrina Abed dans la collection Voix positive de chez le Lotus et l'éléphant comme maison d'édition. Donc c'est pour équilibrer ses énergies grâce à la méthode japonaise ancestrale. C'est un guide vraiment parfait et concis pour toute personne qui souhaite découvrir le Reiki.
Je pense que vous avez déjà vu voir cette collection dans mes vidéos. Je les adore, ils sont excellents. Voilà, à recommander vivement si vous souhaitez découvrir le Reiki. Alors, la naturopathie maintenant. C'est une excellente ressource pour prendre soin de son énergie vitale à long terme. Alors, la naturopathie commence pas mal à être popularisée et acceptée. Il faut savoir qu'elle est reconnue par l'OMS comme médecine traditionnelle occidentale. Elle est référencée par l'UNESCO. Alors d'ailleurs, voici la définition telle que donnée par l'OMS. C'est un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. La naturopathie, c'est l'art de rester en bonne santé ou d'améliorer sa santé grâce à des méthodes naturelles. C'est une médecine holistique qui considère l'individu dans sa globalité, donc son corps, ses émotions, son esprit. La naturopathie va chercher à la cause du problème, va traiter l'individu plutôt que la maladie, va rééquilibrer le corps et l'esprit et agit avant tout en prévention. Et le patient est acteur de sa santé. Alors vous voyez que le lien est évident avec l'énergie vitale et les chakras. Alors l'énergie vitale, d'accord, mais quel est le lien avec les chakras? Eh bien la naturopathie considère le corps et l'esprit selon des centres émotionnels. Et je vous laisse deviner, et oui, ils sont au nombre de 7, comme les chakras, et ils leur correspondent d'ailleurs en tout point. Alors parmi les outils que le naturopathe a dans sa petite besace, il a 3 outils majeurs et 4 outils mineurs. Alors parmi les outils majeurs, il y a l'alimentation. Effectivement, la diététique est appliquée selon le terrain et la vitalité de la personne, mais aussi de la saison et de l'environnement. Deuxième outil majeur, l'exercice physique. Là qui sera pris en compte en fonction du terrain, de l'âge et de la vitalité du patient. Et enfin, troisième outil majeur, la gestion psycho-émotionnelle. Pour la naturopathie, en veillant à une bonne hygiène mentale, on veille à maintenir une bonne santé physique. Et les outils mineurs. Alors parmi les outils mineurs, vous allez avoir les plantes, pour prévenir et soigner des maladies à travers la phytothérapie et l'aromathérapie. Vous avez également l'hydrologie, qui elle est un ensemble de techniques qui utilisent l'eau comme moyen de stimuler la force vitale. Autre outil mineur, vous avez les techniques manuelles et vous avez enfin les techniques réflexes. Oh, j'ai oublié aussi les techniques respiratoires. Alors, chaque naturopathe va utiliser une ou plusieurs des techniques en fonction de sa formation spécifique et de ses goûts. Et là, je n'irai pas plus en détail parce qu'il existe honnêtement beaucoup de formations, beaucoup d'excellentes formations d'ailleurs sur le sujet et des livres également si le sujet vous intéresse. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, intéressé, est-ce que la naturopathie vous intéresse-t-elle? Est-ce que vous avez déjà des trucs, des connaissances dans ce domaine? Est-ce que vous avez des choses à nous partager? Qu'est-ce que vous aimez? Quelle technique vous aimez utiliser de la naturopathie? N'hésitez pas à nous partager. Vous pouvez laisser un commentaire. Et pour terminer sur la naturopathie, je vais vous présenter quelques livres intéressants. Alors dans les livres pour la naturopathie, vous avez celui-ci, Naturopathie, le guide saison par saison du merveilleux Loïc Ternisien. Celui-ci est dans la collection J'ai lu Bien-être. Un petit bijou, celui-ci. C'est, comme son l'indique, vraiment le guide saison par saison où on donne l'idée des meilleures postures, on vous donne les meilleures plantes, des idées de recettes, tout ce qui concerne également l'alimentation saison par saison. Je l'adore, un petit bijou. Nous avons aussi celui-ci, le Naturopathie quantique pour une nouvelle approche alliant les sciences et la tradition de Loïc Ternisien dans la collection, chez l'éditeur Guy Trédaniel.
merveilleux bouquin quand on veut voir la naturopathie sous un autre angle, d'un autre point de vue. Il est super intéressant et je pense qu'on tient là pas mal le futur de... Alors dans les livres pour la naturopathie, vous avez celui-ci, Naturopathie, le guide saison par saison du merveilleux Loïc Ternisien. Celui-ci est dans la collection J'ai lu Bien-être. Un petit bijou, celui-ci. C'est, comme son l'indique, vraiment le guide saison par saison où on donne l'idée des meilleures postures, on vous donne les meilleures plantes, des idées de recettes, tout ce qui concerne également l'alimentation saison par saison. Je l'adore, un petit bijou. Wicca, sorcellerie, paganisme, druidisme, chamanisme, croyances ancestrales. Les appellations sont multiples. Il existe autant de pratiques, de rituels qu'il existe de Wicca. En fait, ce que c'est que c'est simplement le retour au rythme des saisons, au rythme de la nature. C'est se connecter profondément avec amour, respect, admiration à la nature et à ses mondes. C'est un excellent moyen de ralentir et de prendre soin de soi. La façon de s'y connecter, de lui rendre hommage sera vraiment différente pour tous. Le but ici est juste de vous présenter rapidement les possibilités, à vous d'écouter et de suivre ce qui vous appelle. La Wicca tourne autour de principes fondamentaux. Le chemin spirituel tourne autour du couple Soleil-Lune. Ainsi, le Soleil et la Lune sont vraiment centraux et déterminent ce qu'on appelle la roue de l'année. On va ajouter à ça les 4 éléments que sont le feu, la terre, l'eau et l'air, que nos 5 sens peuvent sentir et déterminer, ainsi que le 5e élément, comme on l'a vu, qui s'appelle l'éther, qui lui est immatériel, mais essentiel tout de même pour la connexion et l'équilibre entre tous les autres éléments. La nature, la terre, est également faite de plusieurs mondes. Chaque monde a quelque chose d'essentiel à nous apporter. Ils sont tous interreliés et ont tous besoin les uns des autres. Vous avez le monde minéral, donc les cristaux, le monde végétal, les plantes, vous avez le monde animal, le monde humain et enfin le monde divin ou céleste, donc l'univers, la source, Dieu, comme vous voulez le nommer. Je vous laisse deviner lequel des mondes pose problème aux autres. Quel est le plus turbulent? Alors l'année Wiccan est représentée par une roue, la roue de l'année. Elle symbolise la vie qui est faite de cycles, de saisons. L'année comporte 8 sabbats, et là c'est le soleil qui les détermine, et 12 esbats, et c'est la lune qui va les déterminer. Alors les 8 sabbats sont Yule, qui est le solstice d'hiver, donc la nuit la plus longue de l'année. Vous avez ensuite Imbolc, le 1er février, Ostara, qui correspond à l'équinoxe de printemps, donc la nuit est égale au jour. Beltane, le 1er mai. Vous avez ensuite Lita, le solstice d'été, donc la nuit la plus courte de l'année. Lammas, qui est le 1er août. Mabon, qui est l'équinoxe d'automne. Et enfin Samhain, le 1er novembre. Tout comme les sabbats étaient en fonction du soleil, les 12 esbats correspondent, eux, aux 12 pleines lunes de l'année, donc environ une par mois, qui changent de date tous les ans. Donc, il arrive d'ailleurs qu'il y en ait 13 pleines lunes dans l'année, et dans le cas d'une deuxième pleine lune dans le mois, car la révolution lunaire est de 28 jours, elle va s'appeler la lune bleue. Alors, les noms peuvent varier suivant les traditions, mais voilà celle que j'utilise. Vous avez la lune du loup, lune des neiges, la lune des semences, lune rose, la lune des fleurs, la lune des fraises, lune du cerf, lune de l'esturgeon, lune des moissons, lune du chasseur, lune du castor et lune froide. Alors il existe beaucoup de livres et de vidéos sur le sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse. Je voulais savoir si est-ce que vous suivez la roue de l'année? Est-ce que vous suivez la lune? Quels sont vos rituels? Quelle est votre pratique week-end si vous en avez une? Est-ce que vous vous considérez comme étant sorcière ou sorcier? N'hésitez pas à partager en commentaire.
Et pour ma part, je vais vous présenter 2 livres sur le sujet. Alors pour la Wicca, vous avez celui-ci qui s'appelle Wicca pour débutants de Lisa Chamberlain. Le guide complet sur les croyances, la magie, la sorcellerie et les rituels wiccans. Toujours de ma collection favorite, les voix positives de chez le Lotus et l'éléphant. Là encore, ils ont tapé dans le mille avec celle-ci. C'est un super beau livre qui explique très bien ceux qui ne connaissent pas la Wicca. C'est absolument merveilleux, une bonne introduction. Ensuite, pour la lune, vous avez la lunologie de Yasmine Boland, qui est une véritable gourou de la lune. Elle adore ça, elle connaît super bien la lune. Pour déployer la magie des cycles lunaires, il est super complet, bien fait. On apprend tout sur la lune, donc si vous êtes attiré par la lune et que vous vouliez travailler avec elle, je vous recommande chaudement ce livre-là. Je voulais également aborder les traditions ancestrales, les traditions et les civilisations ancestrales et millénaires qui sont disparues pour certaines, sont en fait des trésors de sagesse pour nous accompagner dans notre vie. Alors sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait des présentations complètes pour chacune, je vais vous présenter quelques-unes qui peuvent être intéressantes à approfondir. Alors, laissez-vous guider par votre instinct. Si une ou plusieurs vous attirent et que vous êtes enclin à croire en la réincarnation, il est fort possible que vous ayez eu des vies antérieures à ces époques et que ces savoirs et souvenirs inconscients ne demandent qu'à être réveillés en vous. Alors, toutes ces sagesses ne peuvent qu'être très bénéfiques à notre énergie vitale puisqu'elles touchent autant notre corps émotionnel, spirituel, psychique et même physique. Et comme nous avons vu, tout ça est relié. Pourquoi parler des civilisations perdues? Mais parce que certaines font partie du mythe, enfin peut-être, et certaines ont existé, mais ont disparu. En tout cas, elles ont toutes un point commun. La profonde connexion à la nature, une vibration de haute fréquence et une énergie vitale hors du commun. Alors autant en profiter, autant nourrir notre âme d'enfant, notre imaginaire et en faire une source d'inspiration pour élever l'humanité actuelle qui, on l'entend, a cruellement besoin d'amour, d'apaisement et de douceur. Après tout, nous n'utilisons qu'une partie infime de notre ADN. Alors d'où vient l'autre partie et à quoi sert-elle? On est en droit de se poser la question, non? La première, en tout cas, est la plus ancienne des civilisations, est Lémuria. Elle relève réellement du mythe. Pourtant, il y a quand même beaucoup d'éléments qui tendraient à confirmer quand même son existence. En tout cas, je me plais à le croire. Elle aurait été située dans l'océan Indien et Pacifique entre Madagascar, l'Inde et l'Amérique. D'ailleurs, les îles paradisiaques du Pacifique en seraient des restes. Les Lémuriens, donc les habitants de Lémuria, auraient énormément travaillé avec les cristaux, étaient très connectés à la nature et nous auraient transmis le savoir des flammes sacrées. Si vous êtes naturellement et irrésistiblement attiré par ceci, alors il est possible que vous ayez connu ce continent perdu. Qu'en pensez-vous d'ailleurs de Lémuria? Est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que vous croyez qu'elle a existé? Est-ce que vous vous sentez attiré par elle? N'hésitez pas à partager en commentaire. Alors les flammes sacrées que j'ai abordées en parlant de Lémuria représentent les attributs du divin. Leur pratique est un acte sacré. En fait, ce qu'elles permettent de faire, c'est de réhabiliter en nous ces qualités divines en rétablissant notre équilibre intérieur entre féminin et masculin, entre divin et physique. D'ailleurs, travailler régulièrement avec les flammes sacrées seules ou en les associant avec nos chakras nous amène vers notre maîtrise et nous prépare à notre ascension dans les dimensions supérieures. Elles ont chacune une vibration et une couleur. Et elles sont libératrices, elles favorisent notre éveil, notre évolution et notre équilibre. Elles se manifestent dans un langage de feu et ce feu divin qui brûle les imperfections. Alors il existe de nombreuses flammes comme de nombreux chakras. Et il est bon de se réapproprier les qualités des 7 premières qui sont associées aux 7 principaux chakras.
Vous avez la flamme blanche, la flamme violette, la flamme rubis et or, la flamme rose, la flamme bleue, la flamme verte et enfin la flamme jaune d'or. Alors, nous les verrons lorsque nous aborderons chaque chakra un petit peu plus en détail. Voici un livre, un excellent livre d'ailleurs, que j'ai lu sur le sujet et qui m'a beaucoup intéressée. Donc, si vous désirez en savoir plus, je vous recommande vivement. Dans le domaine des flammes sacrées, et oui, vous allez être surpris encore ma fameuse collection des voix positives de chez le Lotus et l'éléphant. Que voulez-vous? Ils ne font que des super bons livres que j'adore. Donc les flammes sacrées, réactiver les couleurs du feu divin pour rayonner, de Nathalie Sainte-Marie, merveilleux d'explication. Même certains sites internet ne vont pas autant en profondeur que celui-ci, donc il est juste parfait. Atlantis en est une autre de civilisation perdue où les énergies étaient vraiment très élevées. Alors Atlantis est un continent englouti par le fameux déluge dont plusieurs civilisations et religions actuelles parlent, était lui situé, comme son nom l'indique, du côté de l'océan Atlantique. Alors cette civilisation était très connectée à l'eau, à toutes les créatures marines, incluant les dauphins, les baleines et les sirènes, mais aussi aux nouvelles technologies et à l'architecture. Donc si vous êtes naturellement et irrésistiblement attiré par ceci, il est possible que vous ayez connu ce continent perdu. Et il est aussi dit d'ailleurs que lors du déluge et du naufrage du continent perdu, certains Atlantidéens ont fui avec leur sagesse et leur connaissance sous le bras, notamment vers l'Égypte, et donc seraient à l'origine de la fabuleuse Égypte ancienne. Et d'autres auraient fondé la mystérieuse civilisation Maya ainsi que la discrète île d'Avalon. Tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous y croyez à Atlantis, vous? Est-ce que vous avez déjà vécu à Atlantis? Je voulais vous parler également, j'ai lu 2 livres sur le sujet qui sont super intéressants, donc je vais vous les partager tout de suite. Pour les civilisations perdues, alors je suis désolée, j'en ai en tout cas moi pas trouvé en français. Si vous en avez, s'il vous plaît, allez-y en commentaire ou sur Discord, partagez les titres que vous avez et tous les renseignements, je suis preneuse. En tout cas, j'en ai 2 qui sont uniquement en anglais, donc je suis vraiment encore désolée. Celui-ci, donc Lemuria and Atlantis, An Amazing Journey in Time by Susan Johnson. Je ne l'ai pas trouvé forcément super facile à lire, mais il inclut quand même de très bonnes choses, de très bonnes informations. Donc quand on connaît pas, je trouve qu'il peut être très intéressant. Alors là, par exemple, par contre, désolé encore, c'est encore en anglais, mais celui-ci, par exemple, est super, il est vraiment génial. The Lost Lands de Lucy Cavendish, qui, elle, est super connue puisqu'elle a beaucoup d'oracles. Elle a fait beaucoup de livres aussi, elle n'en est vraiment pas à son premier, mais lui est très complet. Lui parle de Lemuria, Atlantis et Avalon, donc les 3. A Magical History of Lemuria, Atlantis and Avalon. Si vous parlez anglais, honnêtement, je vous le recommande chaudement. Il est vraiment, vraiment très bien. La fabuleuse Égypte ancienne. Parlons-en. Quelle civilisation exceptionnelle, et d'ailleurs beaucoup plus proche de nous, et dont nous avons, elle, quelques vestiges. Ils étaient adorateurs du soleil, avec Amon-Ra, dieu du soleil, qui était d'ailleurs leur dieu central, et donc adorateurs de l'élément feu. Eux, ils ont parfait leur connaissance en astrologie, ils ont construit les incroyables pyramides et ce majestueux sphinx. Leur rite funéraire et les rites de la vie après la mort, leur connaissance là-dessus était d'ailleurs surprenant et vraiment fascinant. Ils savaient prendre soin d'eux, de leur énergie vitale et nous ont légué des savoirs astronomiques et des sagesses inégalées,
dont les lois cosmiques transmises par les dieux égyptiens qui s'appellent le Kybalion. Il est d'ailleurs également admis que l'alchimie et le tarot viennent de l'Égypte ancienne. Est-ce que vous saviez ça? Alors dites-moi en commentaire, quel est votre lien avec l'Égypte ancienne? Est-ce que vous croyez avoir un lien avec cette Égypte ancienne? Qu'est-ce qu'elle suscite en vous comme sentiment? Alors, il existe énormément de livres sur le sujet, cependant, en voici un qui m'a pas mal captivé. Alors, même s'il en existe des tonnes et des tonnes, mais malheureusement, j'ai juste pris un en anglais, donc je suis désolée, mais voilà. Je suis assez certaine qu'il existe en français, mais en tout cas, je l'ai lu en anglais, donc c'est celui-ci, Origins of the Sphinx, Celestial Guardian of Pre-Pharaonic Civilization de Robert Schoch et Robert Bauval. Je suis désolée si je massacre le nom de ces pauvres messieurs. Ce livre a été waouh, assez intense, je l'ai trouvé. En tout cas, ce qui est assez drôle, c'est que je l'ai commandé sur Amazon et quand je l'ai reçu, j'ai vraiment eu une montée d'émotions. Je ne sais pas. Alors, est-ce que je suis liée au Sphinx d'une manière ou d'une autre? J'ai peut-être certainement eu des vies déjà en Égypte, ça en tout cas c'est certain. En tout cas, pour en revenir à ce livre, il est excellent. Il explique de A à Z une histoire avec le Sphinx, une controverse avec le Sphinx. Donc les auteurs exposent que pour eux, le Sphinx remonterait à bien plus loin que ce qu'on veut le dire, ou en tout cas tel qu'on l'enseigne dans les livres. En tout cas, ils ont plein de preuves, en tout cas pour eux, et plein d'idées, plein de choses qui viennent à prouver leur théorie. Donc je l'ai trouvé très très intéressant, je vous recommande vivement celui-ci. Alors comme je vous disais, de cette sagesse et de ces connaissances est né le Kybalion. Alors c'est un texte fondateur qui regroupe les enseignements sacrés délivrés dans les écoles des mystères de l'Égypte ancienne, qui ne pouvaient autrefois qu'être compris qu'à l'aide d'enseignants initiés. Alors ce Kybalion, il invite à révéler la lumière cachée en nous et à la manifester au monde. Le Kybalion y présente 7 principes hermétiques, qui sont plus simplement les 7 lois cosmiques. Alors voici ces 7 lois cosmiques. Vous avez la loi du rythme, qui elle parle du temps et de notre rapport au temps. La loi d'analogie, qui va inviter à décrypter ce qui se passe autour de nous. Vous avez ensuite la loi de la polarité, qui explique que tout a toujours 2 facettes. Ensuite, vous avez la loi du genre, qui aborde le fait que tout a 2 genres, le masculin et le féminin. Vous avez la loi de la pensée créatrice, qui, elle, annonce que tout est mental, que la réalité est d'abord énergie et information. Vous avez la loi de la vibration, qui, elle, est une loi qui stipule que nous émettons toujours une vibration et dévoile par le fait même notre pouvoir d'action sur le monde. Et enfin, vous avez la loi de cause à effet, qui incite à prendre nos responsabilités. Alors, peut-être que ça va susciter en vous la pensée que ça se rapproche pas mal de l'alchimie occidentale. Eh bien oui, parce que l'alchimie occidentale a effectivement pris naissance dans l'Égypte gréco-romaine, puis a connu un essor au Moyen Âge et à la Renaissance. Et cette alchimie, telle qu'on la connaît, s'est profondément nourrie des principes du Kybalion. Alors dites-moi, est-ce que vous le connaissiez, ce Kybalion? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Alors voici un bon livre sur le sujet, si ça vous intéresse. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'ai découvert ce qu'était le Kybalion. Et oui, encore et toujours ma sacro-sainte voix positive, collection des voix positives de chez le Lotus et l'éléphant. Mais écoutez, quand on a une équipe qui gagne, hein, voilà ce qui se passe. Alors celui-ci, donc le Kybalion et les 7 lois cosmiques expérimentées au quotidien les sagesses de l'Égypte
ancienne de Sylvie Stenanedge. Encore un livre qui surpasse, mais de très loin, tout site internet que j'ai réussi à trouver sur le Kybalion. Il est excellent. Il est très facile d'approche et super bien expliqué. Je l'ai adoré et je l'ai dévoré, celui-ci. L'alchimie. Art secret, art sacré, qui, au travers de l'art de la transmutation des métaux, donc du plomb en or, en fait, il est fondamentalement question de la transformation et de l'élévation de l'être humain, de l'âme humaine. L'alchimie repose sur le postulat que tout est lumière condensée, et on entend par lumière condensée l'étincelle primordiale lumineuse qui est condensée dans la matière, passant d'un état très subtil à un état dense et donnant lieu à la création de différents règnes animal, végétal, minéral et humain. Alors un travail est évidemment nécessaire pour libérer cette lumière. À l'image de la matière physique transmutée par les alchimistes, l'être humain doit traverser intérieurement toutes les phases de l'œuvre alchimique pour transmuter les ombres de sa matière psychique et les fondre grâce à son feu intérieur, qui n'est autre que l'amour. Alors ce processus, de par l'obtention de la pierre philosophale, comprenait plusieurs étapes. Vous avez l'œuvre au noir, qui est l'étape de putréfaction et de dissolution. L'œuvre au blanc par la suite, qui est l'étape de purification, de lucidité et de lumière. Troisième étape, qui est l'œuvre au jaune, qui est l'étape d'épuration et de sublimation. Et enfin, l'œuvre au rouge, qui est l'étape du feu qui permet de renaître de ses cendres. Et tout ceci, ces 4 étapes-là, aboutit au grand œuvre, qui est l'accomplissement personnel et l'incarnation de l'esprit, donc la recherche de la perfection de l'âme. Alors si le sujet vous intéresse, il y a énormément de livres, mais en tout cas je vais vous en présenter 2 que j'ai vraiment beaucoup aimé sur le sujet. Alors dans le domaine de l'alchimie, vous avez ce premier ici, La voie de l'alchimie de Pascal Bouchet, pour apprendre à se connaître et transformer l'ombre en lumière, aux éditions Le Duc Ezo. Que dire de plus, autre qu'il est excellent. J'ai trouvé qu'il expliquait facilement et qu'il vulgarisait l'alchimie, qui pourtant est quelque chose de normalement en tout cas super compliqué. Lui, il l'a vraiment vulgarisé, il est facile d'approche, très facile aussi à lire, je l'ai honnêtement adoré. Autre livre assez sympa, donc Un alchimiste raconte, autobiographie d'un alchimiste de Patrick Burensteinas. Je suis désolée, mon cher monsieur, si je massacre votre nom. C'est aux éditions J'ai lu Aventure secrète. Tel que son nom l'indique, c'est vraiment une autobiographie d'un alchimiste, mais au travers de cette autobiographie-là et de son histoire, il apporte pas mal d'informations sur l'alchimie, donc je l'ai trouvé encore facile à lire et très abordable, que j'ai lu très rapidement, il est super, et puis d'ailleurs ces 2 auteurs que je viens de vous présenter, autant Monsieur Burensteinas que Pascal Bouchet, ils ont énormément de vidéos sur YouTube, donc allez-y, recherchez-les, ce sont des super bons vulgarisateurs sur l'alchimie, je les adore. Enfin, dernière civilisation perdue, et là je peu en entendu parler, Avalon, qui est une île mystérieuse et mythique qui serait située au large des côtes britanniques. Et elle serait à l'origine de la culture celtique druidique. Alors c'est un mode de vie qui est résolument tourné vers le monde végétal, qui est un monde peuplé de fées, de dragons, et toujours en osmose avec le cycle des saisons, le pouvoir des herbes et des plantes médicinales. D'ailleurs, les runes, les dieux celtes, la Wicca sont nés de ce peuple et de leur profond attachement à la nature. Alors cette symbiose avec leur environnement leur ont permis une connaissance absolument prodigieuse de l'herboristerie, de la guérison des corps physiques, psychiques et spirituels. Alors ce savoir qui était autrefois banni, voire même sacrifié par certaines jalousies qui étaient plus en quête de pouvoir, pourrait venir en aide à l'humanité et à la crise qu'elle traverse.
D'ailleurs, les fans d'Harry Potter ont pu s'immerger un peu dans cet univers. Alors dites-moi en commentaire, ou alors dans Discord, d'ailleurs je parle tout le temps des commentaires, mais il y a Discord qui existe. Est-ce que vous la connaissiez, vous, Avalon? Est-ce que vous auriez des origines celtiques, d'ailleurs? Est-ce que vous êtes fan d'Harry Potter comme moi? Alors pour les fans d'Harry Potter, à quelle maison appartenez-vous, vous? Moi c'est Gryffondor. Et vous, c'est laquelle? Partagez en commentaire. Autre contrée, autre époque, autre approche, mais toujours ce même respect de ce que la nature nous offre. L'Ayurveda est une médecine vieille d'au moins 4000 ans. Elle est venue d'Inde. Elle est toujours pratiquée, elle est toujours enseignée et même recherchée. L'Occident d'ailleurs commence à s'ouvrir à sa pratique. Alors l'Ayurveda nous oriente vers notre liberté inhérente et ainsi que vers toutes les façons dont nous pouvons vivre plus en accord avec les rythmes naturels de la vie. Ça vous rappelle quelque chose, hein? L'Ayurveda nous ramène à la nature. Cette approche de cultivation de la vie prend racine dans les systèmes des 5 éléments, et oui encore eux, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Chacun de ces éléments, nous les retrouvons à l'intérieur de soi, mais dans des proportions différentes, ce qui crée notre nature ayurvédique unique. Alors, la relation et la combinaison entre ces éléments vont créer 3 grandes forces, 3 constitutions ayurvédiques que l'on nomme dosha. Alors, ces 3 constitutions-là sont Vata, Pitta et Kapha. Chaque personne possède ces 3 doshas en elle. Basé sur la définition de notre composition physique, émotionnelle, mentale et comportementale, nous pouvons déterminer lequel des doshas est en dominance et ainsi découvrir notre constitution ayurvédique de naissance. L'objectif de l'Ayurveda est de rétablir le bon équilibre et de revenir le plus près possible à notre nature ayurvédique de naissance. Alors ceci est accompli par divers moyens tels que le yoga, l'alimentation, la méditation et les massages entre autres. Mais surtout en se concentrant sur la sagesse d'accorder et de nourrir correctement les 5 sens, ainsi que de vivre un style de vie personnalisé et aligné à notre nature, afin de rayonner notre plein potentiel de santé, de joie et de plénitude. Alors il existe pas mal de sites internet et des quiz qui vous permettent de découvrir votre dosha. Alors, faites ce quiz-là si vous la connaissez, partagez quelle est votre constitution ayurvédique, je suis curieuse de savoir. Alors, je vais vous faire découvrir le livre qui m'a fait découvrir d'ailleurs l'Ayurveda. Il en existe plusieurs, mais celui-ci, j'ai trouvé vraiment beau. Alors, pour l'Ayurveda, je vais y arriver. Il y a énormément de livres qui existent, donc honnêtement le choix est très large. Donc mon choix s'était arrêté sur celui-ci, donc Nature et Ayurveda de Christine Saint-Laurent, qui aborde les plantes, les épices, les recettes, les rituels, bien-être, comme beaucoup d'autres, comme je l'ai pas mal dit sur d'autres livres. Un super bon guide qui explique l'Ayurveda, donc si on connaît pas l'Ayurveda honnêtement, il l'explique très bien, il est aussi facile d'approche. Je l'ai lu très facilement et puis en plus, il est beau, les illustrations sont vraiment belles, c'est un très beau livre de qualité. Je l'ai trouvé en même temps assez relaxant, très, très Ayurveda quoi. Je vous recommande vivement celui-ci aussi. On va partir un peu plus au nord et un peu plus à l'est. Vieille d'au moins 2500 ans, venue tout droit de Chine, la médecine traditionnelle chinoise est une pratique médicale qui repose sur des théories et des techniques, donc notamment l'alimentation, les plantes médicinales, l'acupuncture, le qigong et les massages, qui diffèrent considérablement de la médecine occidentale moderne. La médecine traditionnelle chinoise, elle met l'accent sur l'équilibre entre le yin et le yang, ainsi que sur la circulation de l'énergie, qu'ils appellent le qi, à travers des canaux spécifiques appelés méridiens. Nous l'avons vu en introduction. Selon la médecine chinoise, le corps et l'esprit sont reliés, de même que les différents organes.
On recherche donc la cause d'un mal dans le système d'un être tout entier plutôt que de se concentrer uniquement sur la localisation de la douleur. Elle promeut également un rythme de vie plus sain afin de prévenir plutôt que de guérir. L'organisme humain est en fait représenté comme une version miniature du grand système naturel. Alors, cet organisme humain est influencé par le changement des saisons auxquelles le corps, et donc nos habitudes de vie, doit s'adapter. Il existe des sites, des livres, des centres de formation qui offrent de plus amples informations si cette discipline vous intéresse. Alors, je n'ai pas encore lu sur le sujet. Alors, si vous avez des références, des sites internet ou des livres, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou sur Discord. Je serais super intéressée. Alors nous voici déjà arrivés à la fin. Je sais que c'est une présentation qui était beaucoup plus longue, en espérant que ces quelques autres informations vous auront intéressé et inspiré. Moi, ça m'a plu de la faire. Nous allons rentrer dans le vif du sujet puisque lors de la prochaine présentation, on va se concentrer sur les chakras, mais plus les chakras en général. C'était votre petit Bouddha vert. Ciao!